Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon preview de l'UFC Raleigh. Ça a lieu ce samedi soir en direct de Raleigh en Caroline du Nord et ça met en vedette un combat principal chez les poids lourds entre Junior Dos Santos et notre ami Curtis Blaydes. Alors je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour cet événement-là de 12 combats. Un autre carte pas vraiment bonne, je vous dirais, puis encore très bizarrement construit, parce que encore une fois, selon moi, les meilleurs combats se retrouvent au tout début de la carte, puis on dirait que plus que ça avance, moins que c'est bon. Donc, je ne saurais pas trop quoi penser de tout cela, mais on commence à l'instant même avec mes analyses et prédictions pour cet événement, le combat principal oppose chez les poids lourds, comme je l'ai déjà mentionné, Curtis Blaydes à Junior Dos Santos. Puis c'est pas un match-up très difficile à analyser, ça, on s'entend. Curtis Blaydes, là, est pas mal le heavyweight avec la game la plus claire, je vous dirais, en dehors de Junior Dos Santos. Donc on sait exactement ce que les deux vont essayer de faire dans ce combat-là. Et il ne reste qu'à savoir qui va faire ce qu'il veut faire avec plus de succès. Et puis Junior, ce qu'il va vouloir faire, c'est de rester très mobile sur ses pieds et de boxer Curtis Blaydes, essayer de le garder à distance, essayer de le garder loin de lui. Parce que Curtis Blaydes, lui, va vouloir closer la distance, va vouloir se retrouver dans le clinch et va vouloir shooter des takedowns, s'installer à top control et punir Junior Dos Santos de là. Assez straightforward comme pick, là on s'entend. Je pense que Curtis Blaydes est tellement gigantesque et tellement physique que ça va être très très difficile pour Junior Dos Santos de le garder loin de lui, et ça pendant 5 rounds. Donc je vois Curtis Blaydes réussir basically là, à fermer la distance, lander ses takedowns, contrôler sur le top, lander du ground and pound, puis un moment donné ou un autre dans le combat, ben, il va trouver son TKO au sol par ground and pound. J'ai mis ça au 3e round, mais je dirais 2-3e round, c'est quelque chose qui a beaucoup d'allure pour moi. Pour une victoire de Curtis Blaydes ici par TKO, ça nous mène au co-main event de la soirée, chez les 170 livres, Rafael Dos Anjos, Michael Chiesa. Et ben c'est un peu un ceiling fight là, pour Michael Chiesa, qui est bon, qui est un fun fighter, pas très bon debout mais réussit à faire marcher ses affaires. Gars qu'on ne reconnaît pas comme ayant une super lutte, mais Sommer réussit quand même quasiment toujours à traîner ses adversaires au sol d'une manière ou d'une autre. Donc, tu sais, bon petit combattant, super bonne submission game. Mais ces deux derniers combats, c'est des victoires contre genre les fantômes de Diego Sanchez et Carlos Condit. Il n'y a aucun indicateur qui me dit que le chum Chiesa peut arriver puis battre un gars comme Rafael Dos Anjos, qui, oui, a de plus en plus de défaites par les temps qui courent. Mais si tu regardes contre qui a perdu, c'est genre Leon Edwards, Colby Covington, Kamaru Usman, tous les meilleurs de la division. Et il perd pas contre les autres. C'est juste ça qui arrive, perd pas contre les autres. A une bien meilleure lutte que Chiesa. Donc je serais vraiment surpris que Michael Chiesa réussisse à lander tant de takedowns que ça sur Rafael Dos Anjos. Et une fois au sol, est-ce que Chiesa est vraiment un meilleur submission fighter que RDA, qui est comme une black belt depuis très 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 longtemps et qui lui-même a de très bons succès au sol généralement dans ses combats. Donc tu sais, j'ai aucune vraiment confiance en Michael Chiesa pour ce combat-là. Je pense que c'est un autre pick assez straightforward. Je vois RDA gagner les échanges debout, travailler beaucoup dans le clinch et puis empêcher les amener au sol de Michael Chiesa en route vers une victoire par décision. Ensuite, 125 livres, Jordan Espinosa face à Alex Perez. Et puis, ben, ça va être quand même intéressant comme match-up, même si c'est pas des gros noms ni rien. Je m'explique quand même mal ce match-up, par exemple. Je vais vous le dire, là, je pense pas que Jordan Espinosa est vraiment au niveau de Alex Perez, qui est ranké quand même bas là, dans les rankings de l'UFC. Je sais pas trop pourquoi, c'est peut-être parce que comme fait le saut à 135, il est revenu à 125, il a pas l'air trop sûr d'où il veut se battre. 125 est probablement sa bonne division là, à Star que il va avoir un combat pour le championnat, puis la division va peut-être se remettre à rouler finalement. Je pense que c'est un combat qui va être difficile pour Espinosa. C'est quelqu'un qui aime implémenter beaucoup de mouvements, se déplacer, aime se battre sur le reculon, souvent comme beaucoup de gens qui aiment beaucoup se déplacer. Mais Alex Perez, c'est un stalker, c'est un wrestle boxer, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant,
essayer d'utiliser ses mains pour set-up ses takedowns. Il est capable de juste utiliser ses mains, par exemple. C'est quelqu'un qui, s'il voit qu'il a un bel avantage debout, va se battre debout et empêcher son adversaire de l'amener au sol. Espinoza, je voudrais peut-être un meilleur grappler que striker, là, étrangement. C'est quelqu'un qui, de par son style debout, tu dis, ah, ça, c'est un bon striker, ce gars-là. Pas tant que ça, correct, compétent à best, mais pas le meilleur striker qu'on a vu. Je pense qu'il est meilleur au sol pour aller catcher des chokes, des genres de Darce Anaconda, des choses comme ça. Il est vraiment subtil avec ces moves-là, c'est quelque chose qu'il fait très bien. Cependant, je sais pas jusqu'à quel point il va pouvoir implémenter ça contre Perez qui va probablement se retrouver sur le top dans la garde ou la half-guard à lancer du ground and pound s'il y a à se retrouver au sol dans ce combat-là. Donc, garde, j'ai Perez par décision aussi dans cet affrontement-là. Ensuite, Anna Cyphers affronte Angela Hill sur short notice, naturellement. C'est Angela Hill, tu sais. Et c'est chez les 115 livres. Puis ça, c'est comme Angela Hill me fait un peu passer à Rafael Dos Anjos, mais plus bas calibre. T'sais, Rafael Dos Anjos, c'est le gars que tu veux battre à 170 livres. C'était pour être un combattant du top 5. Angela Hill, c'est la fille que tu veux battre à 115 livres si tu veux être une combattante du top 15. Si tu bats Angela Hill, bravo, t'es dans le top 15 mondial. Si tu bats pas Angela Hill, ben, sorry, t'es pas vraiment rendu là. J'ai l'impression qu'Anna Cyphers est peut-être le genre de fille qui va vouloir échanger debout avec Angela Hill. Je pense pas que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Anna Cyphers, oui, je pense à plus de power, mais Angela Hill bouge bien. C'est une bonne volume striker. Oui, elle se fatigue dans ses combats, perd absolument tout son mouvement à quelque part après le milieu du deuxième round. Mais ça reste une combattante qui se bat bien, même fatiguée, qui commence à avoir beaucoup d'expérience. Elle n'a pas une belle fiche, 10 victoires, 7 défaites, mais si tu regardes le monde qu'elle a affronté tout le monde dans cette division-là. Les meilleurs, les moins bonnes. Puis habituellement, les filles de calibre Anna Cyphers, elle les bat. J'ai donc Angela Hill par décision dans ce combat-là. Et ça nous mène à un combat chez les 205 livres. Jamahal Hill fait ses débuts dans l'UFC contre Darko Stosic. Puis j'aille pas Darko Stosic. Y a deux affaires cependant qui m'énervent un peu par rapport à lui. Son manque de volume. C'est quelqu'un qui va lancer des power punch strictement et qui ne va pas vraiment essayer de les set-upper tant que ça, ne va pas vraiment non plus lancer quelque chose derrière ça. Donc il est assez facile à prédire debout, je vous dirais généralement. Et puis ben il est quand même bon au sol, il est capable de travailler au sol en top control, je dirais que c'est quelque chose qu'il fait bien, mais il est du genre à avoir un peu des petites crampes mentales. On l'a vu dans son dernier combat, c'est contre qui, genre Kennedy Nzechukwu, là, qui a littéralement perdu 2 points dans le combat. Je me rappelle plus trop pourquoi, mais c'est genre des fans grab, des coups genoux illégales. De quoi de même? Il a perdu 2 points dans le combat, ok? Et puis, ben, il a perdu la décision, naturellement. Puis là, il était tout surpris d'avoir perdu la décision. Puis, ben, franchement, il avait probablement gagné 2 rounds à 1, ce combat-là. Mais 2 rounds à 1, c'est un 29-28. Quand tu perds 2 points, ça fait 28-27 pour ton adversaire. Donc, il a perdu. Jamal Hill, c'est un bon prospect. C'est quelqu'un que j'aime. Il est très athlétique. Quelqu'un qui va probablement avoir du succès dans l'UFC. Mais juste 6 combats. C'est difficile à prédire ce match-up-là, mais je vais y aller avec Hill. Par décision parce qu'on a vu Stosic avoir des crampes au cerveau qui sont non négligeables, puis que oui, des fois ça fait perdre des points, des fois ça fait juste perdre aussi des positions, puis des affaires dans des moments clés du combat que tu ne veux pas perdre. Puis je ne sais pas si Hill a vraiment l'expérience pour capitaliser là-dessus. Mais j'ai comme un non-trust là envers Stosic depuis un peu ses derniers combats qui fait que je suis comme pas full down de le pick. Fait que je vais y aller avec Hill, mais c'est de loin comme mon pick le moins sûr sur toute la carte. Avec ce qui est probablement le prochain combat. Sur la carte préliminaire, là, on tombe sur les prelims, c'est le main event des prelims, si telle chose existe encore. Je pense que ça n'existe plus, là, bien franchement, mais c'est chez les 185 livres. Bevon Lewis a peut-être sa 3e chance de gagner un combat dans l'UFC face à Dequan Fentanyl, le chum Dequan Fentanyl qui fait le saut chez les 185 livres, là, lui qui s'est pas mal battu à 205 livres toute sa carrière sur les regionals. Et puis ces gars-là sont étrangement semblables, des long range strikers. Bevon Lewis, il faut le dire parce que son style est un peu modelé après ça. C'est un des sparring
sparring partner principal de John Jones, et ça depuis longtemps, puis il se bat vraiment comme John Jones. Est-ce qu'il est bon comme John Jones? Non, ça n'a même pas rapport, mais il se bat comme John Jones. Soit qu'il est à distance, puis qu'il travaille avec son jab, manque un peu de volume, je trouve, manque un peu d'action, travaille plus en burst, il va avoir des longues périodes d'inactivité, puis là, un moment donné, oh, il va y aller d'un burst, plugger 2 fois son jab, spinning elbow, va se puncher dans le clinch, puis il va se mettre à travailler dans le clinch, puis c'est ça. S'il n'est pas à distance, il est dans le clinch, a passé beaucoup de temps dans le clinch depuis ses combats dans l'UFC, puis ça avait tellement bien été face à Uriah Hall. Malheureusement, ben, en fin de combat, il s'est fait passer un Uriah Hall, s'est fait knocker out of nowhere quand il avait gagné pas mal chaque seconde de ce combat-là. J'étais excité quand même pour son deuxième combat, je disais, ben, tu sais, c'est bon signe d'être bon comme ça contre Uriah Hall, puis il a complètement shit the bed contre Darren Stewart, il a absolument rien fait. C'est peut-être une réaction au fait que c'est fait knocker dans son combat d'avant, c'était sa première défaite pro. Des fois, ces fighters-là, jeunes, il y avait 6 combats là, avant son début dans l'UFC. Il est 6-2 maintenant. Des fois, c'est comme une réaction naturelle d'un fighter d'avoir un style différent, plus passif, je vous dirais, après avoir subi un knockout. Puis ça a vraiment joué contre lui face à le Ochum Stewart, le dentiste. Mais, tu sais, DeQuan Townsend est un peu similaire. C'est quelqu'un qui travaille à longue distance. Cependant, comme pas full de grappling. C'est un gars qui a pas peur de travailler dans le clinch, mais quand il se fait takedown, il n'y a pas tant de façon de se relever. Quand il se met dans une mauvaise position dans le clinch, il n'y a pas tant de façon de s'en sortir. Puis Bevan Lewis est juste très gros et très athlétique. Donc, j'aurais pas le choix d'y aller avec Lewis ici. Mais s'il y a bien un underdog là, sur la carte qui peut arriver puis causer une surprise, d'après moi, c'est DeQuan Townsend parce que Lewis a shit de bête depuis son début dans l'UFC, basically, puis je serais pas surpris de le voir nous donner une troisième performance qui est très ordinaire. Donc, j'ai Lewis par décision, mais je vous garantirai pas que je vais mettre une petite pièce ou deux, que je vais pas mettre une petite pièce ou deux sur Townsend. Fait en tout cas, 6e combat de la soirée, c'est l'avant-dernier sur les prelims. 145 livres, Arnold Allen, Nick Lentz. Ce combat-là est triste. C'est vraiment triste. Parce qu'on devait avoir Arnold Allen contre Josh Emmett. Puis on devait avoir Nick Lentz contre Nad Narimani. Ça aurait été vraiment bon, les deux combats. Puis là, on se retrouve avec un combat qui va probablement arriver comme suit. Nick Lentz va commencer en malade, va clincher Arnold Allen dans la cage, va peut-être le takedown une fois ou deux, va gagner le premier round, va commencer le deuxième round en force, va absolument gaz out après 1 ou 2 minutes, puis va se faire péter la gueule par Arnold Allen, et ça jusqu'à la fin du combat, parce qu'Arnold Allen, c'est pas le meilleur combattant, loin de là, c'est pas un gars que tu dis, ah, Arnold Allen fait telle chose, puis il fait tellement bien. Au contraire, c'est un gars qui boxe bien, pas le meilleur, mais pas le pire. Lutte bien, loin d'être le meilleur, mais loin d'être le pire. Bon petit grappler, pas un incroyable grappler, mais un bon grappler, quelqu'un qui peut se défendre contre n'importe qui. Et puis, ben, il est juste, d'après moi, trop complet, puis il est pas fatigable. C'est pas quelqu'un qui se fatigue, c'est pas quelqu'un qui, même s'il est fatigué, il ralentit pas son pace, il ralentit pas sa cadence, puis ça fait de lui un combattant très dangereux. Surtout pour quelqu'un qui a de gros cardio issues comme Nick Lentz. Donc j'ai Arnold Allen par décision ici. Lentz, c'est vraiment difficile là, à finir, à part Charles Oliveira qui l'a soumis 3 fois. Il n'y a pas grand monde qui le finit tant que ça. Donc j'ai Allen par décision, mais je pense que c'est un pick assez facile. Puis d'ailleurs, je comprends absolument pas ce que Nick Lentz fait à retourner chez les 145 livres, mais bref, c'est son choix. Ensuite, Justin Kish, la fille qui est probablement la plus célèbre pour avoir chié dans ses shorts pendant que Felice Herrig essayait de la choquer, affronte Lucy Pudilova. Et puis, ben, j'ai comme l'impression que je devrais gagner ce combat-là. Sa technique est plus clean, mais c'est tellement une fille qui laisse aller ses combats, puis qui rend ça toujours plus serré qu'il faut que ça soit. Puis c'est pas une bonne idée de faire ça contre Lucy Pudilova, selon moi, parce que Lucy Pudilova, pour toute la technique non crisp qu'elle a, elle a du cœur, puis elle avance, puis elle l'arrête pas, puis elle est scrappy, puis elle s'arrange pour que ça soit un fight, puis elle est game de se battre dans tous les aspects du MMA, même si elle n'est pas nécessairement bonne dans ces aspects-là, ça ne dérange pas. Puis je pense que juste le fait de travailler très fort, puis d'essayer de tout faire, contrairement à Justin Kish, qui va probablement essayer de tout faire pour pas se retrouver dans le clinch au sol dans ce combat-là,
J'ai tendance à penser que lui aussi va aller enlever une décision serrée ici, juste pour son work rate, juste par le fait que c'est elle qui va travailler fort, c'est elle qui va rendre le combat scrappy. Puis Justin Cage est un peu la fille talentueuse qui échappe des combats parce qu'elle se fie trop sur son talent et ses habiletés. Puis t'as Lucy Podilova qui manque peut-être un peu de talent et d'habileté par rapport à la moyenne, mais qui travaille tellement fort qu'elle rend ça serré, elle rend ça le fun. Puis c'est comme ça qu'elle gagne ses combats. Je le sais qu'elle est sur une série de 3 défaites, mais elle a genre perdu quoi dans Antonina Shevchenko, puis du monde de même, qu'elle allait toujours perdre contre. Je pense que Kish est un match-up qui pardonne beaucoup plus pour Podilova. Et puis je pense pas que c'est vraiment le choix populaire, mais je la choisis ici pour gagner un combat par décision. Ensuite, 135 livres, Montel Jackson, Felipe Colares. Colares a impressionné là, contre Domingo Pilarte. Je pensais que ce gars-là était absolument fuck all. Et finalement, ben, il a réussi à battre un bon combattant avec une belle stratégie. C'est sûr que Pilarte, c'est pas très battu de façon intelligente là, dans ce combat-là. Il a beaucoup trop laissé le clinch. Il a beaucoup trop laissé Colares lander ses takedowns. Puis Colares l'a absolument lit up du stop control. Un très bon ground and pound. A très bien fait ça. Puis il méritait bien sa victoire. Maintenant, il affronte Montel Jackson, un gars qui a genre 75,5 pouces de reach à 135 livres. Et selon moi, là, sans aucun doute, le plus gros combattant à 135 livres sur tout le roster. C'est un gars qui a littéralement la shape d'un 155 livres. Je pense que si demain, le Montel Jackson dit « je me bats à 155, moi finalement », ne sera pas le plus petit dans la division. On va pouvoir rivaliser avec le poids et la stature de certains des gars dans cette division-là. Puis somehow, il se bat à 135. Il est très très fort, très athlétique, capable de générer du très bon power. Et puis évidemment, quand tu as une reach comme ça, ben, un bon jab, il travaille bien à distance, puis quand il n'est pas à distance, ben, il est très smothering dans le clinch. C'est quelqu'un qui, de par son poids, de par sa grosseur, son frame, est très très difficile à travailler avec. Un des meilleurs prospects à 135 livres. Moi, j'ai de très grosses attentes envers Montel Jackson, puis je pense que ce combat-là risque d'être assez facile pour lui. Je l'ai gagnant par TKO au deuxième round. Ça nous mène un combat chez les dames, Sarah McMahon qui est de retour face à Lina Landsberg. Et puis, ben, dans quel état mental se retrouve Sarah McMahon? On s'entend qu'à pas mal tous ses défaites, c'est des combats qu'elle gagnait. Puis pouf, un moment donné, out of nowhere, elle s'est faite soumettre. Ça prouve comme un... Pas un manque de grappling, parce que c'est pas une mauvaise grappler, c'est une lutteuse olympique qui a des bons credentials en jiu pis tout, peut-être un manque de confiance, un petit problème au niveau mental là, de se retrouver dans des positions où elle fait pas assez attention, puis là, boum, elle se fait pogner par une soumission. Bref, j'ai tendance à la pique pareil dans ce combat-là, parce qu'il y a bien des choses que je pense que Lina Landsberg est capable de faire, mais si tu regardes sa fiche, une chose qu'elle n'a pas faite, c'est gagner par soumission. Et encore moins gagner par soumission de son dos. Puis s'il y a une place qu'elle va se retrouver dans ce combat-là, c'est sur son dos. Parce que Sarah McMahon est une lutteuse incroyable. Puis va absolument réussir à la takedown et à la contrôler au sol. Et ben, si Landsberg n'est pas capable de la soumettre, ben, elle va perdre. Parce qu'habituellement, quand tu n'es pas capable de soumettre Sarah McMahon, ben, elle t'a pas par décision. Donc Sarah McMahon par décision. Ça nous mène à ce qui est selon moi les deux meilleurs combats de la soirée. Ce sont les deux premiers combats sur la carte. Le premier d'entre eux qu'on va parler, c'est Brett Jones face à Tony Gravely chez les 135 livres. C'est les débuts dans l'UFC de Tony Gravely. J'ai beaucoup d'espoir, moi, en ce combattant-là, qui a beaucoup de combats déjà, 19 victoires et 5 défaites, mais se bat seulement depuis 2015. Donc, a pris ses 24 combats pro-là en l'espace de même pas 5 ans. Et puis, il a affronté déjà du très gros calibre, majoritairement perdu contre eux. Mais je pense que c'est normal, étant donné qu'il était vraiment tôt dans sa carrière. Il n'a pas vraiment perdu depuis le milieu de l'année 2018, genre 7 victoires consécutives. Ses défaites, c'est genre contre Patrick Mix, qui est en train de montrer d'excellentes choses à Bellator. Ricky Bandejas, qui fait la même chose. Puis c'est genre Manny Bermudez, Merab Dvalishvili. Donc il n'y a pas vraiment de honte là, à perdre contre ces gars-là, surtout tôt dans sa carrière, comme il était là, en genre 2016-2017. Et puis, ben, c'est un wrestleboxer très athlétique ben, je me l'ai dit, un wrestleboxer, principalement, va essayer de te boxer ou de te lutter. Il y a des bons kicks, par exemple. Il y a vraiment des bons kicks. S'il est à distance, il peut surprendre des gens avec ses kicks. Brett Jones a un peu le même style, moins les kicks.
Je vous dirais, même si Gravely a plus de combats, Jones est peut-être un peu plus expérimenté, bien que je sais pas si Jones a vraiment affronté de la meilleure compétition. Ou dans l'UFC, oui, il a affronté de la très bonne compétition. Là, des Pedro Munoz, Aljamain Sterling. Mais avant l'UFC, il n'y avait pas de Patrick Mix, puis de Merab Dvalishvili, puis de Manny Bermudez sur sa fiche. Puis je vais peut-être y aller avec un pic qui n'est pas vraiment concentré sur le combat, mais j'ai juste l'impression que Tony Gravely a beaucoup plus de potentiel que Brett Jones et risque de devenir un bien meilleur combattant que Brett Jones. Et puis en termes de trajectoire, c'est pour cette raison-là que je vais y aller avec Gravely dans ce combat-là. Je pense que, écoute, son potentiel supérieur va peut-être lui permettre de shiner dans ce combat-là, aller chercher les petits moments. Puis je sais pas si Brett Jones est vraiment comme le combattant super stratégique qui va dire oh là, il faudrait que je fasse telle petite affaire en fin de round parce que j'ai pas tout à fait gagné ou ce round-là est très serré. Je sais pas si je peux me fier là-dessus de la part de Brett Jones. J'ai vu Gravely un peu plus le faire dans ses combats régionaux, donc je vais y aller avec Gravely dans ce combat-là. Monsieur Sparky, que faites-vous? Ça va nous mener au premier combat de la soirée, le meilleur combat de la soirée. C'est chez les 145 livres. Herbert Burns, le frère à Gilbert, fait ses débuts dans l'UFC contre Nate Landwehr, le champion M1 Nate Landwehr, je suis tellement content de le voir dans l'UFC. Et puis comme Burns le disait, c'est pas mal striker versus grappler ce combat-là. Puis c'est pas parce que Landwehr est un mauvais grappler ni rien, c'est juste que ben t'essayes de pas trop te retrouver au sol contre les frères Burns là en général, je vous dirais. Donc c'est sûr que Landwehr va essayer de rester debout. La grosse question dans ce combat-là, ça va être est-ce que Herbert Burns a la lutte pour constamment amener Landwehr au sol et le soumettre. Je sais pas pourquoi Parky vient d'aller japper en haut. Tabarnouche, c'est fatigant ça. Pas grave, on va continuer, il en reste pas là. Donc non, c'est ça, je sais pas si Burns a la lutte pour amener Landwehr au sol. C'est ça le gros enjeu de ce combat-là, selon moi. Et ben pour cette raison-là, je vais y aller avec Nate Landwehr par décision. Mais c'est vraiment le combat le plus intéressant de la soirée. C'est vraiment deux gars que j'avais hâte de voir dans l'UFC. Je pense qu'ils vont avoir du succès dans l'UFC à 145 livres. Herbert Burns va soumettre plusieurs gars. Il pourrait devenir le Charles Oliveira de cette division-là dans le futur. Nate Landwehr est un bon striker, capable de finir ses combats, mais aussi capable de conserver son énergie et établir une stratégie sur 5 rounds ou sur 3 rounds. Est capable de mixer du beau grappling s'il y en a de besoin. Il doit absolument pas faire ça contre Herbert Burns, mais je pense qu'il sait. C'est un combattant qui a tendance à être intelligent pour savoir ce qu'il fait dans la cage. Donc j'ai le Nate Landwehr par décision ici, mais c'est de loin le combat que j'attends le plus sur toute la carte. Là. Ça va vraiment être un bon duel, puis j'ai beaucoup d'espoir envers ces deux gars-là. Donc j'espère qu'ils vont bien faire ça. Et ça conclut mes analyses et prédictions pour l'UFC Rally. J'ai fait ça plus rapidement qu'à l'habitude, mais ma résolution pour l'année 2020, c'est d'essayer de garder ces previews-là, du moins quand je suis seul, en dedans d'une demi-heure. Parce que ça vient long, des fois, là, de m'entendre parler pendant 45 minutes sur une carte. C'est sûr que des fois, pour les pay-per-view, j'aurais pas le choix parce qu'il va y avoir des bons combats, il va falloir parler plus en détail de certains combats. Mais pour des cartes Fight Night de même, qu'il n'y a pas trop d'action, j'essaie vraiment de pas m'éterniser. Vous gardez ça, short and sweet, en dedans d'une demi-heure, vous écoutez ça, savoir les picks, faire n'importe quoi vous voulez faire avec ça. Donc, j'espère que vous appréciez. Laissez-moi un like si c'est le cas. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part de vos prédictions, de votre niveau d'excitation, de n'importe quelle affaire que vous voulez me faire part. C'est dans les commentaires que ça se passe. Finalement, on s'abonne à YouTube, à Facebook, c'est MMA Talk sur les deux, The MMA Talk sur Instagram, The_MMA Talk sur Twitter, et visitez le MMATalk.ca que je néglige là, gravement ce mois-ci, mais c'est parce que demain, samedi le 25 janvier, en même temps que la carte, je combats au MFL dans un combat de grappling face à Yann Jacolin, le combattant TKO. Et puis c'est un super fight 10 minutes, submission only. Puis j'ai mis beaucoup comme de temps et d'efforts sur ce combat-là. Je devais perdre beaucoup de poids, je pesais presque 210 livres. Là, je suis basically au poids, là, je pèse 186 piles. Ma pesée est à 185 demain à midi, donc vendredi midi. Quand la vidéo va sortir, là, en fait, je vais probablement être en train de FaceTime Mass pour faire le poids. Donc, c'est ça, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus, ça a fait que j'ai mis moins d'efforts peut-être sur le site internet et ces choses-là, mais on recommence en force là, pour le mois de février, les boys and girls. Donc merci d'avoir été à l'écoute et on se parle une prochaine fois.